Un homme et une femme tombent éperdument amoureux et l'avenir semble radieux. Mais leur bonheur sera de courte durée et leur vie de famille sera ravagée par la jalousie, la haine, la peur et une fatale attraction. À la frontière du Maine et du New Hampshire, l'historique chantier naval de Portsmouth construit des bateaux depuis plus de 2 siècles. La ville a subi d'importants changements au fil des ans, traversant des périodes de prospérité et des périodes de crise. Été 1981. Deborah Smarella vient de décrocher son baccalauréat. Elle profite de la vie et réfléchit à son avenir. Les parents de Deborah sont tous les deux dans la marine. Sa mère s'est remariée. La vie semble pleine de promesses pour Deborah. Elle a tout pour elle. Elle n'avait pas de projet précis en tête. Elle allait se laisser porter par les événements. Stephen Brown, un ancien marine devenu gardien pour le chantier naval, entre dans sa vie. Ça te dirait un petit tour? Deborah aime les mauvais garçons. Et quand elle rencontre Stephen, pour elle, c'est le prince charmant. J'adore les motos. Un motard avec des tatouages, bien baraqué. C'est quoi ton petit nom? Deborah. Elle m'a dit qu'elle avait eu le coup de foudre. Elle pensait que c'était l'homme idéal. Enchantée, Stephen. Elle se voyait passer le reste de sa vie avec lui. Ces deux-là deviennent vite inséparables. Quelques mois plus tard, ils partent pour Corpus Christi, au Texas, où ils emménagent avec la mère de Deborah. Mais le beau-père de Deborah a des doutes sur son nouveau petit ami. Steven n'a pas quitté la marine. Il a été renvoyé. Le beau-père de Deborah mène sa petite enquête et découvre que Brown est un perturbateur. C'est faux. Steven? Renvoyé du lycée, il s'engage dans la marine à 18 ans et est affecté à l'infanterie. Mais il se fait débarquer pour cause de bagarre. Une évaluation psychologique établit qu'en situation de stress, Steven peut avoir un comportement agressif, voire étrange. Il est très sûr de lui, très arrogant. Dès qu'il sent que quelque chose ou quelqu'un menace sa virilité, Y a un problème? il devient agressif. Il se met en colère et cherche à éliminer physiquement la menace. C'est à quel sujet? On peut sortir? Bien sûr. Deborah refuse de croire que son fiancé a une face cachée. Elle ne voulait rien entendre. Trouble de la personnalité et du comportement. C'est typique. Il est instable, Deborah. On refuse souvent d'écouter ses parents. Deborah et Steven deviennent rapidement indésirables et décident de prendre la route. 6 mois après leur rencontre, ils se marient civilement. La mère et le beau-père de Deborah ne sont pas invités. Et quand ses parents l'apprennent, ils sont furieux. Ils savent que cet homme est une bombe à retardement. Tiens, chérie. Merci. Pour Deborah et Steven, c'est un événement doublement heureux, car dans 5 mois, la famille va s'agrandir. Mais la lune de miel sera de courte durée. Bonsoir, chérie. Bonne journée? C'est quoi ça? Ce sera prêt dans 1 minute. Ils sont mariés depuis 1 semaine à peine. Elle est enceinte. Et tout à coup, il montre son vrai visage. Tu sais très bien à quelle heure je rentre. Chaque jour. T'es bête ou quoi? Arrête! Pourquoi c'est pas prêt? Arrête! Il contrôlait tout. Les horaires étaient sacrés. Pourquoi mon dîner est pas prêt? Pourquoi il est pas prêt? Hein?
C'était son mode de fonctionnement. Ça passait ou ça cassait. À la même heure, tous les jours. Une fois qu'ils ont été mariés, il a pris totalement l'ascendant sur elle. Elle est à lui. Et à la moindre contrariété dans n'importe quel domaine de sa vie, il se défoule sur la personne la plus proche de lui. C'est bon, Deb? Tu trouves ça bon? T'aimes la viande, Deb? J'espère que tu vas t'étouffer avec. Alors, c'est comment? C'est bon? Arrête! Alors, Deb, c'est bon? Délicieux, Deb. Tiens, voilà l'entrée. Et puis il dit « Je suis désolé, ça n'arrivera plus. J'étais en colère, c'est l'alcool. J'ai eu une mauvaise journée. » Il trouve toutes sortes d'excuses. Deborah, toujours aveuglée par l'amour, croit son mari quand il dit que cela ne se reproduira plus. Mais après la naissance de leur fils, Steven Jr., la violence décuple. Le caractère versatile et imprévisible de Steven commence à lui jouer des tours au travail. Il est paresseux, il est irresponsable, il vient au travail quand ça lui chante et il perd ses emplois les uns après les autres. La jeune famille déménage en Floride, en Virginie et dans le Maine, avant de finalement se poser à Newfield, dans l'État de New York, où Steven parvient à contrôler son agressivité. Ils étaient heureux à Newfield. Il travaillait pour son père et il gagnait très bien sa vie. Avec un emploi stable et ses parents à proximité, Steven semble un homme nouveau. Deborah tombe à nouveau enceinte. Steven Jr. a maintenant une petite sœur, Whitney. Tout semble aller pour le mieux. Steven dit même qu'il va aller se faire soigner. Mais est-ce qu'il le fait? Jamais de la vie. S'il te plaît, arrête! L'autre visage de Steven réapparaît. Deborah redevient une femme battue. Pendant 16 longues années, elle subit la violence de son mari. Et les enfants apprennent à vivre dans la peur. Il démarrait au quart de tour. Il se mettait très en colère et il hurlait. Il la battait pour n'importe quelle raison. Tu me laisses pas le choix! Si je ne lavais pas la vaisselle aussi bien qu'il le voulait, il se mettait dans tous ses états. Il pouvait casser des assiettes. Il m'a frappé au visage avec une casserole. Si je ne rangeais pas ma chambre, il cassait des affaires et il me fouettait avec une ceinture. C'est quoi ton problème? La maison est sale, mon dîner est pas prêt. C'est quoi ton problème? Tu le fais exprès? Steven se montre encore plus violent avec son fils. Il était beaucoup plus dur avec Steven Jr. qu'avec moi. Il le giflait, il le frappait, il le faisait voler dans la pièce. C'était très effrayant. Mais Deborah continue pourtant de couvrir son mari. Je lui demandais régulièrement comment ça se passait et elle me répondait toujours que tout allait bien, qu'ils avaient traversé des moments difficiles, mais que tout allait bien. Un jour, des voisins signalent les violences subies par Steven Jr. à la police. Mais avant l'arrivée d'un travailleur social, Brown lance un terrible ultimatum. Il lui dit « Tu vas mentir ou tu prendras la pire dérouillée de ta vie. » Qu'est-ce que ce gamin peut faire? Une fois de plus, c'est la preuve de son emprise. Brown contrôle tout. Chaque membre de la famille vit dans la terreur. On ne savait jamais à quoi s'attendre quand on rentrait. Il était assis là à nous attendre. Il nous jetait un regard froid et noir. Tu as fait quelque chose de mal et tu vas le payer. Les parents de Steven annoncent qu'ils vont prendre leur retraite en Floride. C'est un coup dur pour Steven, qui se retrouve par la même occasion privé du travail très bien payé que lui avait donné son père. Son père lui dit « On part dans le sud ». Il lui coupe les vivres. « À toi de jouer, mon fils ». Brown trouve un nouvel emploi de chauffeur routier. Mais il est moins bien payé et il ne s'entend pas avec son patron. Une nouvelle fois, il se laisse submerger par la colère. Dès que Steven Brown traverse une période de stress, Deborah en paye les conséquences. S'il te plaît, arrête! Ces accès de violence deviennent plus fréquents et encore plus terribles.
Steven! S'il te plaît, arrête! Non! Tu me laisses pas le choix! Tu me fais mal! Je m'en fous! Oh, c'est pas vrai! Très bien! Finalement, Deborah décide qu'elle ne veut plus souffrir et trouve le courage de partir. Elle est venue me voir et elle m'a dit « On ne peut pas vivre comme ça. On doit partir, on est en danger. » Elle emmène ses enfants dans un centre pour femmes battues et engage une avocate pour obtenir une mesure de protection contre son mari. C'est l'un des plus graves dossiers que j'ai jamais eu à traiter. Elle avait subi des violences domestiques extrêmes pendant de très nombreuses années. Brown découvre où elle réside et avec l'aide de ses parents, la persuade de rentrer à la maison. Est-ce que ce sera différent, Steven? Bien sûr que ce sera différent. Il promet à Deborah qu'il va redevenir un mari aimant. Ça n'arrivera plus jamais, d'accord? Ouais. Je t'aime. Les hommes comme Stephen Brown ne changent pas. Et je lui ai dit que je ne voyais pas comment les choses pourraient s'arranger. Pendant quelques semaines, tout se passe bien. C'est une famille heureuse. Mais bien sûr, la colère finit par refaire surface et c'est l'escalade. Il l'a menacé avec un revolver. Tu peux pas partir parce que je peux pas vivre sans toi. Tu sais que je t'aime. Pourquoi mon dîner est pas prêt? Après 16 années de violence physique et psychologique aux mains d'un mari colérique et instable, Tu me laisses pas le choix! Deborah Brown est à bout. Elle est dans une impasse. Il la menace de la tuer si elle part, mais si elle reste, elle pense qu'il finira par la frapper à mort. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Don, c'est moi. Il est parti. On est prêt. Viens nous chercher. Deborah appelle son père et son frère, qui acceptent de venir du Maine pour la secourir. Cette fois, elle a un plan d'évasion. Elle part travailler. Il pense que les enfants partent à l'école. Mais le frère de Deborah les attend. Ils récupèrent leurs affaires dès que Brown a tourné les talons et ils prennent leurs jambes à leur cou. Elle était morte de peur. Elle essayait de nous le cacher, mais elle était sur ses gardes. Don, le frère de Deborah, lui propose de s'installer provisoirement chez lui, à Lebanon, dans le Maine. La petite amie de Don et Chris Brouillard, son meilleur ami, vivent également dans la maison. Deb, ça va? Chris et Deb se rapprochent. Il est honnête avec elle. Il la traite bien et elle se dit « Je peux avoir une relation saine et fréquenter un homme gentil. » Les semaines passent et Deborah se détend à mesure que sa vie reprend un cours normal. Grâce à la présence de sa famille, elle a trouvé le soutien nécessaire pour vraiment rompre avec le passé. Elle décide de demander le divorce et la garde exclusive de ses enfants. Comment tu peux me faire ça? Mais Steven refuse de lâcher prise. Il m'appelait tous les jours pour me supplier de parler à ma sœur, de la convaincre de revenir. Mais je lui disais que c'était son choix, que c'était sa vie. Brown prévient la famille de Deborah. Il se suicidera si elle ne revient pas. C'est un comportement classique d'homme violent. Si elle ne revient pas, je vais me tuer. C'est toujours moi, 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 moi. Ces hommes qui sont violents envers les femmes sont toujours très narcissiques. Moi, 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 moi. Toujours. Deborah et les enfants retournent à New York pour une audience concernant la garde.
Personne n'est pressé de revoir Steven. J'avais peur, parce que je ne voulais pas retourner vivre avec lui. Il arrivait toujours très bien à obtenir ce qu'il voulait. Steven nie les accusations de violence de Deborah et explique au juge qu'elle est psychologiquement instable. Il se défendait très bien. Il était détendu, calme, concentré. On avait du mal à imaginer que l'individu à la barre et l'individu décrit par Deborah Brown puissent être la même personne. Les amis et la famille de Steven témoignent en sa faveur. Mais les enfants du couple vont fournir les arguments les plus irréfutables contre Steven. J'ai dit que je ne me sentais pas en sécurité chez mon père. Je ne voulais pas être battue tous les jours, avoir tout le temps peur. Je voulais juste continuer à vivre ma vie, avoir une enfance normale. Le fils dit au juge, « Si vous nous envoyez chez mon père, je prends ma sœur et on s'enfuit au Canada. » Il n'était pas question pour eux de vivre avec lui parce qu'ils savaient de quoi il était capable. Deborah m'avait raconté qu'il lui avait dit que si elle le quittait, il l'emmènerait derrière la maison et il l'écorcherait vive. Après l'audience, l'avocate de Deborah attend Steven devant le tribunal. Je lui ai remis les papiers du divorce. Il n'a eu aucune réaction, mais je savais que sa vie était en train de basculer. Furieux d'avoir été humilié publiquement, Steven rentre chez lui et cherche du réconfort dans l'alcool et auprès d'une amie de longue date qui a toujours eu le béguin pour lui. Ça va aller. Au départ, Patty Teeter n'est qu'une épaule sur laquelle pleurer, une bonne amie. Mais Patty en veut plus. Son but, c'est de le mettre dans son lit. Elle le désire sexuellement. Je te promets que ça va aller. Mais en fait, c'est lui qui la manipule. Il la retient. Après la pause, un point sur la météo et la circulation. Salut. Salut. Patricia Teeter est une mère célibataire qui vient justement de quitter un homme violent. Elle travaille pour une radio locale. Elle parlait de Steven, elle disait qu'il était merveilleux, qu'elle allait souvent chez lui. Je suis là pour toi. Il lui disait à quel point ses enfants lui manquaient. Elle rêvait de s'installer chez lui et de faire partie de sa vie. Steven Brown tire profit de sa vulnérabilité. Il y a écrit « victime » sur le front de Patty. Et Brown le voit tout de suite. Parce qu'elle était mariée à un homme qui l'a maltraitée physiquement et psychologiquement pendant 10 ans. Brown saute sur l'occasion. Il sait qu'il peut avoir l'ascendant sur elle. Arrête. C'est la femme qu'il fallait à Steven Brown à ce moment-là. Elle le valorise. Elle est folle de lui. Même s'ils n'ont pas de relation amoureuse, elle fait comme si c'était le cas. Deborah apprend que le tribunal lui a accordé la garde exclusive de Steven Jr. et Whitney. Brown n'a le droit d'approcher ni son épouse, ni ses enfants. Elle a obtenu la garde, le droit de déménager et une mesure de protection. Elle ne pouvait pas espérer mieux. Elle était folle de joie. On était tous très contents. Ce chapitre de notre vie était enfin derrière nous. On pouvait aller de l'avant. Mais Steven Brown n'a aucunement l'intention de rester à l'écart. Il veut se venger. Il perd sa femme et ses enfants. Le tribunal lui dit qu'il n'est ni un bon mari, ni un bon père. Qu'il est au contraire un homme violent, contre lequel ils doivent être protégés. Son amour-propre en prend un coup. Et il n'a pas d'autre moyen de réagir que la rage pure. Accompagné d'une complice prête à le suivre n'importe où, Brown décide d'aller dans le Maine pour tenter de convaincre Deborah de revenir à la maison. Et s'il n'y parvient pas, il emploiera les grands moyens. Steven Brown vient récupérer sa femme et ses enfants.
Et il a décidé que rien ne pourrait l'empêcher d'obtenir ce qu'il veut, ni d'assouvir sa soif de vengeance. Après avoir perdu la garde de ses enfants, Stephen Brown décide d'aller dans le Maine retrouver sa femme. Il ment à son admiratrice de longue date, Patricia Teeter, en lui affirmant qu'il s'agit d'un simple voyage d'agrément. Il lui dit que la carabine et le fusil dans le coffre sont pour chasser les lapins. C'était la récompense de Brown pour la remercier de sa patience et de son soutien. Patty, de son côté, considère ce voyage comme une escapade romantique. Elle était là. Waouh! Elle était enthousiaste. Elle avait tellement envie d'aller camper, de passer du temps dans la forêt et d'être avec son homme. Brown a secrètement élaboré et même enregistré un terrible complot dont Patricia Teeter ne découvrira l'existence qu'après coup. Je crois que j'ai jamais rien fait d'aussi difficile, Pat. Je pouvais pas te dire la vérité sur ce que je préparais. Parce que je savais que tu participerais pas. C'est fini. Tout ça aurait pu être évité si elle avait simplement autorisé les enfants à décrocher le téléphone et dit « Les enfants, appelez votre père ». Je n'ai peut-être pas toujours été un père exemplaire. Je l'ai jamais prétendu. Ce qui est très clair sur cette cassette, c'est que Stephen Brown a complètement endossé le rôle de la victime. Et il rejette la responsabilité sur Deborah. Une fois sur la route, il révèle à Patricia Teeter le vrai motif de leur voyage. Parler à son ex-femme. Il est en chemin pour voir sa femme. Il a des armes, des couteaux, du scotch et de la corde. La plupart d'entre nous se diraient, il y a quelque chose qui cloche. Cela prouve que Teeter est prête à tout pour parvenir à ses fins. Et son but, c'est être avec Stephen Brown. Le plan de Brown consiste à faire sortir toutes les autres personnes de la maison afin qu'il puisse coincer Deb et lui parler. Dans l'après-midi, il trouve la maison du frère de Deborah. Allez, rentrons, allons nous réchauffer. Brown et Teeter observent discrètement les lieux. Tu les vois? Que fait Brown à ce moment-là? Il traque Deb. Il traque la maison. Où es-tu? Les psychopathes prennent un certain plaisir à exécuter leur plan. Et Brown ne fait pas exception à la règle. Elle avait très peur de mon père, de ce dont il était capable. Il savait où on habitait. Il connaissait notre adresse. Ce soir-là, Stephen Jr. dort chez un oncle. Deborah, Whitney et les autres regardent un film avant d'aller se coucher. Il est 23h45. Tout le monde se dit, qui peut bien frapper à la porte à cette heure-ci? Vous pouvez nous aider? Notre voiture est en panne. Mon oncle Woody est sorti l'aider. Ok, bien sûr. Il s'y connaissait en voiture. Il était toujours prêt à aider les autres. Voilà la voiture. Je ne comprends pas ce qui ne va pas. Allez la démarrer, je vais jeter un coup d'œil. Patricia Teeter ferme les yeux sur la violence. Elle décide de nier la réalité et de choisir le fantasme. Il les assomme, il va s'en sortir, et Stephen et moi vivrons heureux jusqu'à la fin de nos jours. Chez Brown, la colère prend le dessus. Il aurait suffi qu'il entraîne Woody dans la forêt, qu'il l'attache à un arbre et qu'il aille dans la maison parler avec Deborah. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il tue Woody. Don dit qu'il a besoin de l'aide de Chris pour la voiture. Tu peux aller le chercher?
D'accord. Je suis allée réveiller ma mère et Chris. Il a enfilé son manteau et ses bottes, et il est sorti. Où est Dawn? Je suis armé. Hé, hé, hé! Il ne fait aucun doute que les blessures infligées à Donny Wood étaient différentes de celles infligées à Chris Brouillard. Chris Brouillard fréquente son ex-femme. Ils ont une relation amoureuse. Et les blessures qu'il lui a infligées témoignent de sa colère. Teeter retourne 3 fois à la maison. Elle recherche désespérément l'amour de Steven. Mais qu'est-ce qui se passe? Ma mère savait qu'il y avait un problème. Elle a dit, je vais y aller. Dès qu'elle voit son visage, elle comprend. Attendez, il se passe quelque chose de très grave. Deborah tente de s'enfuir, puis décide qu'elle ne peut pas abandonner sa famille et son nouveau petit ami. Elle revient courageusement sur ses pas. Deborah n'a pas le choix. Sa fille est restée à la maison. Ceux qu'elle aime sont restés à la maison. Elle doit y retourner tout de suite. Et le cauchemar ne fait que commencer. N'écoutant que son courage, Deborah Brown décide de revenir sauver sa fille Whitney des griffes de son mari et de sa complice, Patricia Teeter. Deborah a également peur pour son petit ami Chris Brouillard et son frère Don Wood, qui ont été attirés dehors. Steven! Non! Non! Whitney! Appelle la police! Elle s'est mise à hurler. Il est là, il est là. J'ai tout de suite compris qu'il s'agissait de mon père. Elle criait et elle donnait des coups de klaxon. J'ai paniqué. Je ne savais pas quoi faire. Whitney! Appelle la police! Deborah est morte de peur. Elle sait combien elle peut être violente. Bonsoir, Deborah. Elle voit l'expression de Brown et elle comprend que l'heure est grave. Deborah demande où est son frère et Chris, son petit ami. Et Brown dit « Ils vont bien, ne t'inquiète pas. Je les ai juste attachés, ils sont derrière le garage. » Deborah ne sait pas si elle doit le croire, mais est-ce qu'elle a le choix? Je me sentais complètement désemparée. Je ne savais pas quoi faire. Et puis je me suis ressaisie. C'est bien réel, il faut faire quelque chose. La petite amie de Donald Wood décide d'appeler à l'aide. Police secours. S'il vous plaît, Calmez-vous. Respirez. est-ce que vous pouvez envoyer la police au 61 Lower Middle Road immédiatement? Steven Brown est là. Entendu. Calmez-vous. Une voiture est en route. Mon petit ami a disparu depuis près d'1 heure. Il est parti aider cette femme. Cette femme est venue plusieurs fois à la porte. Whitney a pu nous dire qu'elle avait regardé par la fenêtre et qu'elle avait vu son père, Steven Brown, menacer sa mère avec une arme, la faire monter dans une voiture et l'emmener. La police arrive avec des chiens. On a fouillé la zone et on a retrouvé les 2 individus qui avaient quitté la maison pour venir en aide à l'automobiliste. Ils étaient à une dizaine de mètres dans la forêt. Ils étaient morts. Ils sont formellement identifiés comme les corps de Don Wood et Chris Brouillard. Sur un parking tout proche, ils retrouvent le véhicule abandonné de Deborah.
Une vitre avait été cassée. Il y avait du verre à l'intérieur et personne à proximité. À ce moment-là, on a compris qu'un autre véhicule était impliqué. Et on en a déduit que Deborah et Stephen Brown devaient avoir pris place dans cet autre véhicule et quitté la zone. Les tueurs et leur otage sont maintenant à bord de la voiture de Patricia Teeter. Ils roulent en direction de New York. À chaque fois qu'ils arrivent à un péage, Brown lui dit « Baisse-toi, cache-toi sous la couverture. Et si les flics nous arrêtent en chemin, ça se finira dans un bain de sang. » Stephen Brown et Patricia Teeter roulent sans s'arrêter pendant 5 heures. À l'aube, ils arrivent dans un motel d'East Greenbush, aux abords d'Albany. Brown envoie Teeter à la réception. Il dit à Teeter, loue 2 chambres mitoyennes. Une pour toi, une pour moi et Deborah. Ils restent toute la journée cloîtrés dans leur chambre de motel. Brown viole Deborah à 3 reprises. Et il menace même de lui tirer dessus. Non pas pour la tuer, mais pour qu'elle ne puisse plus jamais marcher. Une fois de plus, il fait la démonstration de son pouvoir. Je te contrôle, j'ai le pouvoir, je suis ton dieu. T'es morte! Patricia Teeter, à ce stade, a atteint le point de non-retour. Elle a été entraînée dans ce fantasme qu'elle avait envie de vivre. Elle ne peut plus faire machine arrière. Je ne sais pas comment ça va se terminer au motel, mais tout finira par rentrer dans l'ordre et j'aurai la vie que j'ai envie d'avoir. Ce jour-là, les corps de Don Wood et Chris Brouillard sont autopsiés. Le médecin légiste établit que Wood est mort à la suite d'un coup violent à la tête. Il avait également 2 importantes traces de coups de poignard. Mais on ne saura jamais quel rôle ils ont joué dans sa mort, car la force du coup porté à sa tête aurait suffi à le tuer. Chris Brouillard présente de multiples fractures sur le crâne. Il a également été poignardé à 3 reprises. Une fois dans le cou et 2 fois dans la poitrine. Les blessures de Chris étaient tellement importantes, tellement violentes, que le médecin légiste n'a pas pu établir laquelle avait entraîné sa mort. Ces blessures montrent le prix que Brown est prêt à faire payer quand on se dresse sur son chemin. La police est à la recherche des habitants de Newfield, Stephen Brown et Patricia Teeter. Ils sont recherchés dans le cadre d'une enquête sur un double homicide à Lebanon, dans le Maine. 17 heures après avoir quitté les lieux du crime, Patricia Teeter apprend par un ami que la police est à leur trousse. Son ami lui dit « Tu as vu le journal ? 2 personnes sont mortes et la police recherche ton petit ami. Où es-tu ? Que se passe-t-il » L'ami contacte la police pour dire que Patricia a laissé échapper l'adresse de l'endroit où se cachent les tueurs. Elle était dans un hôtel et elle pouvait voir la ville d'Albany. On partait du principe que Deborah Brown était toujours vivante et qu'on avait encore le temps. Les policiers n'ont qu'un seul objectif, retrouver le véhicule de Patricia Teeter. Stephen, ils sont au courant, la police arrive. Va-t'en, retourne dans ta chambre. Brown sait que la police est à ses trousses. Et il sait que ça ne se terminera pas dans le calme. Il a promis un bain de sang à Deborah et il va tenir parole. Elle comprend qu'il doit se passer quelque chose car il barricade la porte. Deborah se dit « Comment vais-je pouvoir m'en sortir vivante ? La police risque d'enfoncer cette porte à tout moment et il va probablement me tuer. » L'agent de police, Hélène Rudzinski, inspecte le parking du motel. En arrivant, j'ai tout de suite repéré un véhicule garé devant 2 chambres de motel. Il correspondait à la description. Rudzinski relève la plaque d'immatriculation. On a vérifié la plaque d'immatriculation et on s'est aperçu que le véhicule n'était pas enregistré. Ça n'a fait que renforcer nos doutes sur le fait que le véhicule était suspect. Elle demande ensuite au réceptionniste de lui donner le nom des occupants de ces 2 chambres. On a appris que Patricia Teeter avait en fait pris les 2 chambres sous son nom.
À partir de là, tout est allé très vite. Un groupe d'intervention rapide a été mobilisé. On s'occupe de la première porte, vous de la deuxième. Les hommes du groupe d'intervention se préparent. On savait très bien que Stephen Brown était prêt à en découdre. Les deux individus qu'on avait retrouvés dans la forêt le prouvaient. Le temps presse. Stephen Brown est au pied du mur. Et son ex-femme, Deborah, croit sa dernière heure venue. Un groupe d'intervention s'apprête à prendre d'assaut un motel en périphérie d'Albany, où les suspects de meurtre, Stephen Brown et Patricia Teeter, retiennent Deborah, l'ex-femme de Brown. On se demandait si on devait intervenir tout de suite ou attendre le lever du jour. Mais comme il y avait un otage, on a décidé qu'il fallait agir le plus vite possible. Ils sont intervenus simultanément dans les deux chambres. Ils ont arrêté tout le monde en attendant de savoir qui étaient les suspects et qui étaient les victimes. Le raid s'est très bien passé. Stephen Brown et Patricia Teeter ont été arrêtés sans incident et Deborah Brown est rentrée chez elle saine et sauve. Aujourd'hui, 12 ans plus tard, Deborah s'exprime pour la première fois devant une caméra. Pendant tout le temps où il m'a retenue prisonnière, je pensais pas du tout que je m'en sortirais vivante. Je pensais que mon heure était venue. Mais le cauchemar de Deborah n'est pas encore terminé. J'ai tout de suite demandé où étaient Chris et Woody. Et ils m'ont dit, il faut qu'on vous dise quelque chose. Et moi, ils étaient derrière le garage, vous les avez retrouvés, n'est-ce pas? Non, ils sont morts. Je me souviens de les avoir regardés et d'être resté sans voix. J'étais sous le choc. C'est l'ultime insulte à un mariage rempli de violence. Deborah prend un avion pour rentrer dans le Maine, retrouver ses enfants. Dès que la voiture s'est arrêtée, mon fils a couru vers moi et m'a demandé de ne plus jamais le laisser. Je lui ai dit que je n'y étais pour rien. Il m'a dit, d'accord, n'oublie jamais que je t'aime. Et moi, je t'aime aussi, tu es l'homme de ma vie. Elle avait changé. Maman? C'est difficile à expliquer. Ce n'était pas le moment de bonheur que j'avais imaginé. Il ne suffisait pas qu'on se prenne dans nos bras pour que tout aille bien. Ça n'allait pas bien. Deborah reste hantée par le cauchemar qu'elle a vécu cette nuit-là. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Dans la même situation, beaucoup de femmes n'auraient pas survécu. Quand elle repense à leur première rencontre, elle se demande comment la situation a pu à ce point dégénérer. Quand je l'ai rencontré, il était charmant, attentionné, aimant. C'était l'homme idéal. J'aimais être avec lui. On partait en virée à moto tous les deux. On allait jusqu'au Texas. Mais à la fin, c'était un cauchemar. Il était devenu un monstre, un être diabolique. Il était possédé par le démon. J'oublierai jamais tout ce qu'il m'a fait subir. Tu me laisses pas le choix! Il m'avait toujours dit qu'il détruirait toute ma famille. Et je ne l'ai jamais cru jusqu'à cette nuit où je l'ai vu dans la forêt. Là, j'ai su qu'il pensait vraiment ce qu'il disait. J'étais pétrifiée. Je tremblais. Je sentais tout mon corps trembler sur le siège de la voiture. Toute ma vie a défilé devant mes yeux. J'ai cru que j'étais morte. Et je ne savais pas ce qui allait arriver à mes enfants. Je pensais ne jamais ressortir de cette chambre d'hôtel. Il me disait que j'allais finir dans un fauteuil roulant, qu'il allait tirer assez de balles sur moi pour être sûr que je ne marcherais plus jamais. Je me sentais totalement impuissante. Personne n'allait venir me secourir.
Le plus dur pour Deborah est d'avoir perdu son frère. Mon frère était comme un père pour moi. Il serait venu me sauver au fin fond de l'Alaska s'il avait fallu. C'était mon meilleur ami. Et aujourd'hui, il n'est plus là pour me parler, pour me réconforter quand j'en ai besoin. Stephen Brown et Patricia Teeter sont interrogés par la police et reconnaissent leur implication dans le crime. Dites-moi pourquoi vous avez emporté des armes. Et de la corde. Du scotch. Pourquoi? Parce que je me disais que par tous les moyens, je parlerai avec Deb. Il révèle que Patricia savait qu'il allait s'en prendre violemment aux hommes. Je lui ai dit, quand ils sortiront, je leur mettrai une sacrée raclée. Je les assommerai, je leur mettrai du scotch sur la bouche et je leur attacherai les mains et les pieds. Une fois que je les aurai fait sortir tous les deux, je me sentirai beaucoup plus à l'aise parce qu'il y aura plus grand monde dans. J'ai flippé. J'avais l'impression de ne plus être moi-même. Je sais pas comment l'expliquer. J'avais encore jamais rien ressenti d'aussi bizarre. Je tremblais comme une feuille. Et puis, j'ai sorti un couteau de mon sac. Et je me souviens d'avoir enfoncé ce couteau. Je pense qu'à bien des égards, il était fier de ce qu'il avait fait. Je n'arrivais pas à y croire. Je n'arrivais pas à croire que tout s'était écroulé et avait dégénéré à ce point. Il a tout de suite avoué ses crimes, comme s'il avait eu besoin de me le dire, de se soulager de ce poids. Ce qui est fait, je l'admets. Patricia Teeter, qui souffre d'un coup à l'œil suite au raid de la police dans sa chambre d'hôtel, fait part de ses sentiments à l'égard de Stephen Brown. Je voulais juste lui apporter du réconfort et l'aider pour qu'il puisse revoir ses enfants. C'est tout. Je veux dire, j'essayais juste d'être son amie. Je tiens beaucoup à lui, mais nous n'avions pas de liaison. Je sais qu'il l'aime toujours. Il ne me l'a jamais caché. Vous comprenez? Il vous ment depuis le premier jour. Eh bien, je ne savais pas. Vous comprenez? Elle déclare également qu'elle ignorait que Stephen Brown prévoyait de tuer qui que ce soit. Je pensais qu'il allait juste les assommer, les attacher et les cacher dans la forêt pour pouvoir parler à Deb. Et peut-être aussi voir les enfants. Je savais qu'il prenait un risque. Vous pensiez qu'il ne blesserait personne? Peut-être qu'il les assommerait, mais certainement pas que... Donc on peut assommer des gens, mais la limite c'est de les tuer? Je suis juste allée à la porte. Et puis Steven est arrivé et il l'a frappé à la tête. D'accord, une fois qu'il a frappé le premier homme à la tête, comment avez-vous pu retourner à la maison et faire venir l'autre homme, sachant ce qui allait arriver? Vous l'avez tué en ne faisant rien. Vous saviez qu'il allait aussi s'en prendre à lui. Mais je ne savais pas qu'il allait le tuer. Elle retourne 3 fois à la maison. Cela prouve qu'elle savait ce que Brown faisait et qu'elle a contribué à cette violence. Elle était l'appât. L'appât du monstre. Je veux dire, je n'ai rien fait d'autre qu'amener les 2 hommes. Les amener à une mort certaine. Je ne pensais pas faire ça. Mais vous l'avez fait. Ce qui est vraiment effrayant chez Patty Teeter, c'est qu'elle s'accroche à la mauvaise personne. Il a des tendances violentes et elle lui obéit au doigt et à l'œil. Elle l'aide activement à tuer 2 personnes et à en kidnapper une 3e, et elle n'y réfléchit pas plus que ça. Patricia Teeter plaide coupable pour le double homicide et l'enlèvement dont elle est accusée. Alors que son avocat tente de négocier une peine réduite, l'accusation plaide pour une condamnation lourde.
Selon moi, Patty Teeter ne peut être absoute d'aucune faute car elle a participé à toutes les étapes. De nombreux éléments pouvaient lui indiquer que la situation risquait de dégénérer ou qu'elle avait déjà dégénéré. Or, elle n'a rien fait pour s'interposer. Elle n'a pas essayé une seule fois de prévenir la police. Donc, à mon sens, elle est aussi coupable que lui. Patricia Teeter est condamnée à une peine de 20 ans de prison par le tribunal d'État et à une peine de 29 ans par le tribunal fédéral. Elle pourra demander sa remise en liberté en 2023. Patty avait du mal à dire non à Steven. Et je crois qu'en règle générale, elle a toujours eu du mal à dire non aux hommes. C'est très dommage qu'elle se retrouve derrière les barreaux à cause de cet homme, simplement parce qu'elle l'a écouté, au lieu de penser à elle. Alors qu'il attend son procès en prison, Stephen Brown tente de se pendre, puis essaye de se trancher la gorge. En vain. Stephen, avez-vous quelque chose à déclarer? Le 5 août 1999, il plaide coupable devant le tribunal du Maine pour double meurtre avec préméditation et il est condamné à la prison à vie. On avait presque l'impression que ce qu'il avait fait l'avait rendu plus fort, qu'il avait réussi à influer sur une situation. Il avait un plan et il l'a exécuté. Et je pense qu'à bien des égards, il était fier de ce qu'il avait fait. 4 mois plus tard, il est jugé par le tribunal fédéral pour enlèvement, violence domestique et divers autres chefs d'accusation. Et il est également condamné à perpétuité. Quand je vivais avec lui, je me disais chaque jour que ce serait le dernier. Je me sentais jamais en sécurité. Jamais. Et aujourd'hui, je peux me dire, je suis en sécurité. Rien ne peut m'arriver. Les enfants de Stephen Brown n'ont aucun contact avec lui. Je ne sais pas dans quel état il est. Je n'ai pas du tout l'intention d'aller le voir ou de lui parler. Ce qu'il nous a fait endurer m'a suffi. Il ne mérite pas que je lui accorde de mon temps. Je suis fière de mes 2 enfants car ils ont réussi à décrocher leur bac et à prendre leur indépendance. Ils s'en sont très bien sortis malgré ce qu'ils ont traversé. Aujourd'hui, Deborah Brown travaille auprès des services de police et intervient dans des groupes de parole pour femmes battues. Mon conseil aux femmes, c'est de partir et de jamais se retourner. Je ne peux pas parler pour tous les hommes, mais la plupart ne changeront pas. S'ils vous frappent une fois, ils continueront à vous frapper. Stephen Brown est une bombe à retardement. Il aime se voir comme un homme tout-puissant. Et Patricia Teeter lui renvoie cette image. Et à la fin, cela s'avère une association fatale.